Bonjour. Bonjour, bienvenue à cette conversation À quoi on rêve. On est aujourd'hui dans la 15e semaine de la première saison. Je suis très, très contente d'avoir démarré ce projet. Et j'ai envie de vous dire que initialement, j'avais envie d'engager des conversations importantes autour du futur du monde du travail puis de la transformation de la société en général. Mais je me rends compte aussi, avec le recul, que pour moi, ça a été une façon de, comme un peu un antidote aux mauvaises nouvelles. Et c'est aussi le feedback que je reçois des gens qui nous écoutent, comme quoi ça amène un peu de lumière. Bon, évidemment, là, on est sorti de notre confinement, puis c'est l'été, ça va beaucoup mieux. Ceci dit, j'espère qu'on va pouvoir continuer à rêver à l'automne prochain, puis continuer à engager des conversations importantes parce que la transformation dans laquelle on est tous embarqués, on l'était déjà avant qu'on soit confinés, mais on l'est d'autant plus aujourd'hui, eh bien, c'est l'affaire de tout le monde. Et j'ai vraiment le goût d'entendre parler de tous les points de vue différents pour qu'on puisse construire un rêve, puis qu'on puisse construire un monde du travail, puis une société qui nous ressemble, puis telle qu'on en a besoin aujourd'hui. Alors, pour finir cette première saison, je suis très heureuse d'accueillir Jean-François Lacasse. Bonjour Magali. Salut, merci d'être là. Ah, ben, merci pour l'invitation. Je comprends que je suis la cerise sur le Sunday. C'est exactement, ça? oui. Wow, avant une petite relâche de quelques semaines. Super. Jean-François, je vais parler de ta bio après parce que je ne veux pas voler le punch sur notre sujet, mais je vais d'abord te poser les fameuses questions brise-glace que j'aime poser aux invités à chaque fois. Ouais. La première, c'est, imaginons que tu aurais un livre que tu pourrais lire et relire, là, qui pourrait vivre en permanence sur ta table de chevet. Ça serait quoi? C'est un livre que j'ai lu récemment pendant le temps des fêtes. Ça s'appelle The Underdog Advantage. OK? Je crois pas que ça soit traduit en français. L'auteur, c'est Dean Graziosi. C'est un New York Times bestseller. Là. Donc, c'est un auteur à succès. C'est un livre qui m'a tenu en haleine du début à la fin. Je pense que je l'ai dévoré en 24 heures. Là. Je pouvais pas... Puis dans le fond, le livre, c'est quoi? C'est comment transformer ses désavantages en super pouvoirs. Essentiellement, là, c'est donc à chaque chapitre, tu as des principes là, en lien avec ça. Fait que non, c'est un livre que je garde justement à côté de mon lit, puis que je vais feuilleter une fois de temps en temps. Bon, mais je prends ça en note. Underdog, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui ne part pas gagnant d'avance. Hein, oui, exactement. Tu sais, dans le fond, pour faire un lien avec le sport, l'année où les Golden Knights de Vegas ont atteint la finale de la Coupe Stanley, c'était des underdogs. Ils n'étaient pas supposés de se ramasser là. Et même chose, il y a des films à succès comme j'ai écouté récemment dans le confinement Braveheart avec Mel Gibson, hein, un film de 1995. Mais les Écossais étaient des underdogs là, dans ce film-là. Donc, moi, ça m'inspire beaucoup, ces histoires-là, parce que c'est ça. Tu n'es pas supposé de gagner, mais à la fin, en raison de certaines capacités, ben, tu arrives à tes fins. Fait que c'est très inspirant. Génial. J'en profite pour dire bonjour à Pascal Dufresne, qui nous salue tous les deux. Ah, là, bonjour, Pascal. Tu es maintenant nommé Jean-François La cerise sur le Sunday. Je vous rappelle, ceux qui sont là en live, si vous avez des questions, des commentaires, je garde toujours un œil. Alors, vous pouvez participer à la conversation en même temps. Deuxième question, Jean-François. Le premier métier auquel tu as rêvé quand tu étais petit? Oh boy! En fait, c'était pas un métier, c'était plus, moi, je rêvais de travailler en veston-cravate. J'avais le décorum. J'étais petit, puis je ne sais pas, j'avais comme cette attirance-là vers un homme d'affaires. Là. Et puis, veux pas, quand tu regardes mon parcours professionnel, j'ai d'abord œuvré comme avocat au début de ma carrière pendant 5 ans, puis après ça, j'ai allé direct dans le veston-cravate. Ouais, non, c'est ça, exact. Donc, mais c'est ça, tu sais, je n'étais pas un petit garçon qui disait « Ah, je vais être pompier, ah, je vais être policier ». Non, moi, je voulais être
en veston cravate. Et là, je fais juste remarquer que tu es en T-shirt en ce moment. Oui, exactement. Il n'y a pas si longtemps, j'ai mis tout ce qui est chemise, veston dans le garde-robe pour éventuellement peut-être les ressortir, mais on s'entend que pendant le confinement, ça n'a pas servi bien. Une dernière question, Brise-Glace. Ça, c'est vraiment une réponse très personnelle. On a chacun nos pratiques, mais quand tu te décentres ou tu perds ton focus ou tu as une petite panne, tu te lèves le matin, tu as plein d'affaires à faire, mais tu es comme un creux, là. C'est quoi que tu fais, toi, pour te ramener? Oh boy! OK, ça, c'est une question qui tue là, ces jours-ci parce que j'ai subi un accident de vélo de montagne à la fin du mois de juin. Et j'ai eu une baisse de régime quand même là, assez importante parce que j'ai été en douleur pendant plusieurs semaines. Il y a bien des matins que je me levais et j'étais comme pas focus. En fait, ce à quoi je pense, c'est niaiseux, là, mais je vais faire mon lit. OK? Faire mon lit, on dirait que ça crée un momentum dans la journée. Donc, faire des petites choses qui, finalement, te donnent envie de faire de plus grandes choses. Donc, comme ça, une mise en train, tu sais, tu serais ton... Ouais, c'est mon truc. Puis, c'est drôle comment que ça nous stimule, ça stimule notre mindset pour le reste de la journée. Donc, mais là, écoute, c'est un exemple bien niaiseux, mais il y a un truc sur YouTube qui existe. C'est un militaire américain qui explique ça. Là. C'est intéressant. Il commence son discours comme ça. De faire ton lit le matin, ben, tu sais, quand tu vas arriver chez vous le soir, peu importe la journée que tu as eue, ben, au moins, tu auras commencé la journée avec quelque chose de concret, quelque chose de positif. Fait que je trouvais ça assez simpliste, mais quand même, ça a plein de bon sens. Mais Ouais. j'ai déjà entendu ça, je ne sais pas d'où j'ai entendu ça, mais moi aussi, j'ai déjà entendu le concept de l'importance de faire son lit. Ceci dit, je te donne et je me donne le défi de convaincre les enfants que ceci est la meilleure pratique pour commencer la journée. Oui, ben écoute, puis tu dis ça, moi, il y a déjà un ami à moi qui a dû consulter un psychologue à un moment donné parce qu'il y a eu des défis dans sa vie, puis c'est quelque chose qui est même dit Oui. dans les cabinets, là. Alors, il m'en avait parlé de ça, là, donc... Bon, ben gang, il faut faire notre lit le matin. Ouais. Excusez-moi de revenir. On peut sauter une journée, là, mais... OK, alors je passe en rafale ta bio. Là, je donne quelques éléments clés parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais bon, tu l'as dit, première affaire, c'est que tu as étudié en droit. Donc, tu as commencé ta carrière en veston-cravate pendant 5 ans, pratique privée en droit. Ouais. Puis, à un moment donné, tu t'es rendu compte qu'il y avait un enjeu de manque d'éducation financière chez les gens, dans les familles. Puis tu as décidé que toi, tu avais envie de répondre à ça, puis tu as quitté ta pratique de droit pour retourner aux études et te relancer quelques années plus tard à titre de conseiller financier. Oui, exact. Là, tu as roulé ta bosse, éventuellement, tu es allé chez Desjardins. Puis là, à un moment donné, dans ton histoire, en 2018, n'est-ce pas, il est arrivé ce que tu appelles ton atterrissage forcé. Exact. Alors, c'est ça. Ben, pour les gens qui ne connaissent pas mon univers, ben, on voit ici là, derrière là, Mayday, Mayday. En fait, moi, ce que j'ai vécu en fait en 2018, j'ai vécu un atterrissage forcé. J'avais plein de lumière qui est allumée sur mon tableau de bord. Puis, j'ai été diagnostiqué, dans le fond, avec une dépression majeure. Donc, s'en est suivi un arrêt de travail pour une période de 4 à 6 mois, là, avec un retour progressif, puis tout ça. Puis pour en rajouter, là, quelques semaines plus tard, ben, je me suis séparé après plus de 15 ans de vie commune. Ça a été une année pour moi rocambolesque. Ça a été une année où il y a eu beaucoup de turbulences. Puis, ben, c'est ça. Mon concept, c'est de... En fait, quand j'ai fait une rétrospection de cette année-là, j'ai appelé ça, moi, faire la lecture de ma boîte noire. Et parce que suite à un incident en vol, c'est souvent ce qu'on fait pour comprendre les causes de l'incident. Et ben c'est ça. J'ai été inspiré par ce concept-là parce que, tu sais, dans le fond, je suis capable de l'appliquer à plein
à plein de sauces dans nos comportements. L'équilibre, la tour de contrôle, tu es sur quelle fréquence, la valise, c'est quoi tu transportes. Fait que au début de l'année 2019, suite à cette période d'introspection-là qui a été quand même assez importante parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne voulais pas faire un copier-coller de mes 20 dernières années dans les 20 prochaines. Tu sais, quand tu fais un coup dur, si tu veux changer quelque chose dans ta vie, il faut que tu changes quelque chose dans ta vie. C'est-à-dire que on a des patterns, puis c'est pas évident de faire ça, mais c'est un peu l'exercice dans lequel je me suis plongé. Et de là est né Mayday quelque part en janvier, mars 2019, là, où j'ai donné une conférence qui s'intitulait, qui s'intitule toujours, Mayday, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Parce que moi, je suis convaincu que pendant les années qui ont précédé mon atterrissage forcé, que j'étais carrément sur le pilote automatique et que... évidemment, inconsciemment, là. Ça a coupé un petit peu au début, comme... J'ai dit, quand tu t'en es rendu compte, mais pendant que ça se passait, c'était inconscient, tu t'en rendais pas compte. Oui, compte. non, exactement. Tu sais, je veux dire, on est... écoute, c'est inconscient, mais pas si inconscient que ça. Il y a beaucoup de choses que je balayais sous le tapis. Il y a beaucoup de choses que je faisais exprès pour mettre la tête dans le sable. Puis ça, quand tu te rends compte que ça peut avoir des dommages collatéraux dans ta vie familiale, ça peut avoir des dommages collatéraux dans ton travail, ça a des dommages collatéraux aussi au niveau de ton hygiène de vie, c'est sûr que tu as le choix à un moment donné de dire, regarde, de te regarder droit dans le miroir, puis de prendre action pour pas que ça se reproduise. Donc, c'est l'exercice que j'ai fait, on dit en anglais, là, a journey. C'est mon parcours de vie, moi, depuis janvier 2019. Et récemment, j'ai lancé une communauté sur Facebook qui s'appelle la communauté Mayday Mayday. Essentiellement, c'est une communauté de gens qui ont vécu des atterrissages forcés et qui, en quelque sorte, ont trouvé des solutions, ont utilisé des outils. Et ce qui est fascinant, Magali, c'est que j'ai donné ma conférence à plusieurs reprises là, au cours de l'année 2019, puis c'est fou le nombre de gens qui venaient me voir pour me dire « Hey, écoute, j'ai écouté ton histoire, puis ça me parle beaucoup. Moi aussi, j'ai vécu un atterrissage forcé. » Puis là, je leur disais, parle-moi-en. Puis là, ils m'expliquaient un petit peu ce qu'ils avaient vécu. Puis là, tu sais, des fois, c'était rien ce que moi, j'avais vécu par rapport à leur histoire. Mais par contre, je leur disais, c'est quoi les outils que tu as utilisés? Puis tout le monde a un peu sa recette. Il y a des choses qui reviennent. Puis, dans le fond, l'écosystème que j'ai créé avec Mayday Mayday, c'est que c'est des gens qui sont passés par là, qui ont utilisé certains outils, qui sont capables, à la limite, de parler d'un sujet difficile, mais en même temps, que leur histoire puisse redonner espoir et, à la limite, changer la trajectoire de quelqu'un d'autre. Alors, c'est un peu ça l'écosystème. Puis, depuis ce temps-là, j'interviewe des gens, tout comme toi, qui, moi, c'est sous le thème de l'atterrissage forcé. Et c'est fascinant de voir là, à quel point je pense qu'on est rendu là, parce que quand ça t'arrive, un atterrissage forcé, tu as l'impression d'être seul au monde. Comme Tom Hanks là, dans le film là, avec son ballon de volleyball, là, qu'il y appelait Wilson d'ailleurs. Tu te sens comme un extraterrestre. Puis en fait, c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Il y a un taux incroyable de gens qui vivent des enjeux de santé mentale, puis des gens qui sont tout en travaillant dans certains cas, parce que si je reviens, je recule sur ton histoire de conscient-inconscient, là, pendant que tu t'en vas tranquillement, pas vite, vers ton atterrissage forcé, ça se passe doucement, ça se passe d'une journée à l'autre, Fait que c'est pour ça que c'est insidieux. C'est pour ça qu'on s'en rend pas complètement compte ou c'est facile de balayer sous le tapis parce que c'est pas
on-off d'un jour à l'autre. C'est un truc qui se passe graduellement. C'est tellement un bon point parce que tu ne te réveilles pas un matin en burn-out. Tu ne te réveilles pas un matin en dépression. C'est quelque chose qui s'installe sournoisement, puis j'insiste sur le mot sournoisement dans ta vie au fil du temps. Et ce qui arrive, puis moi, dans mon histoire, ce qui est arrivé, c'est que ça s'est installé sournoisement dans ma vie. Puis là, à un moment donné, fin 2017, début 2018, est arrivé des événements un petit peu plus significatifs, disons ça comme ça, qui ont fait en sorte que j'étais déjà stressé, j'étais déjà anxieux, j'avais déjà des signes que je traînais depuis longtemps. Mais là, ça a carrément, là, je sais pas, j'ai perdu de l'altitude très rapidement parce que, c'est ça, j'avais usé mon frein, disons ça comme ça. Et il a fallu que j'atterrisse d'urgence. En fait, je n'ai même pas atterri d'urgence. C'est qu'à un moment donné, l'avion a arrêté de fonctionner. C'est ça qui est fascinant. Hein? On est su à toi, mais moi, j'ai déjà entendu des récits. Puis dans plein de récits, c'est graduel. Puis à un moment donné, ça s'arrête comme un bric-à-bras dans l'auto, le clac. Vraiment. Moi là, avant là, mon arrêt de travail, là, quelques semaines auparavant, là, une petite anecdote, là, moi, je prenais l'auto, là, je m'en allais au travail, j'allais porter mon fils à l'école, puis des fois, ça arrivait en auto, là, je perdais 10 secondes de mon temps. C'est-à-dire que j'étais comme, hey. Puis c'est ça, là, les pertes de mémoire ont commencé à être un petit peu plus importantes. Puis là, écoute, moi, je travaillais dans le domaine des services financiers, là, je veux dire, il fallait qu'à un moment donné, je mette le genou à terre. Mais ça, c'est juste certains éléments. D'autres signes et symptômes que j'avais, là, j'étais irritable, là, écoute, tout me tombait ses nerfs, puis ce qui arrivait, c'est que je me contrôlais, moi, sur les lieux de travail, parce que je desservais des clients, et quand j'arrivais chez nous, j'explosais pour des niaiseries. Ouais. Alors, quand je dis que ça a des dommages collatéraux, c'est que je n'étais pas la personne que je devais être normalement, et ben, ça a des impacts dans plein de situations. Donc, c'est d'être. Puis là, ben, pourquoi que j'ai créé cette communauté-là aussi, c'est que c'est pour démocratiser ce sujet-là, parce que... Ouais, d'ailleurs, si tu me permets, Jean-François, on va nommer ton rêve, tu sais, parce que là, nous, on est comme partis. Il y en a qui n'ont pas encore entendu. Toi, tu rêves que la santé mentale soit au cœur des préoccupations du monde, des organisations du monde du travail. Fait qu'en quelque part, que la santé mentale, ça soit un sujet important dans les milieux d'affaires, chez les employeurs. Et même chez les entrepreneurs. Chez les entrepreneurs aussi, parce que d'ailleurs, tu le sais, hein, qu'il y a un taux encore plus haut de détresse psychologique chez les entrepreneurs. Ouais. Fait que là, j'ai le goût de te dire, ça, c'est ton rêve. Tu rêves à ça parce que je suppose que tu penses que c'est pas encore le cas. C'est pas encore au cœur des... Oui, en fait... Il me semble qu'on en parle beaucoup, mais les chiffres continuent à être alarmants. Hein? Moi, c'est mon constat de l'extérieur. Oui, puis dans le fond, c'est qu'il y a place à amélioration. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des belles choses qui se font, là. Je veux dire, il y a des organisations qui ont des programmes d'aide aux employés qui sont hallucinants. Des outils, il y en a un paquet. Des ressources, il y en a un paquet. Par contre, quand tu regardes les statistiques, parce que, tu sais, comme ancien avocat, tu sais, dans la vie, il y a des opinions et il y a des faits. Et quand je regarde les faits, OK, pour moi, là, c'est alarmant. C'est alarmant parce que quand tu recules, là, 20 ans, là, c'était des phénomènes qui existaient, mais là, aujourd'hui, c'est rendu dans nos écoles, dans nos maisons. Qu'est-ce qui rentre dans nos écoles, dans nos maisons? Ben tu sais, je veux dire, de l'anxiété de performance, par exemple. Oui, même les enfants. Les enfants. Quand je dis dans nos maisons, je veux dire, écoute, le niveau de détresse psychologique là, des gens, tu sais, quand on regarde, tu sais, je prends comme exemple, maintenant, les 2 parents travaillent, tu vas porter les enfants à la garderie le matin, c'est go, go, go. Tu sais, moi, je pense que ça contribue, ça fait partie de la société actuelle, mais c'est sûrement pas étranger à ces statistiques-là qui sont de plus en plus grandissantes. Puis, si tu me permets, tu sais, je me base sur une étude, là, un travail de recherche qui a été fait par Deloitte Insights. Au niveau des points saillants, puis tout ça, les problèmes de santé mentale sont à l'origine de 30 à 40 des cas d'invalidité, OK, de courte durée,
et de 30% des cas d'invalidité de longue durée au Canada. OK? Rapidement, là, c'est à peu près 30 employés sur 1000 qui s'absentent du travail à chaque semaine pour des raisons de santé mentale. Fait que la perte de productivité, là, globalement, là, je veux dire, c'est incroyable. Puis je prends mon exemple à moi. Je veux dire, quand moi, là, j'ai été en arrêt de travail, ben, premièrement, les mois qui ont précédé mon arrêt de travail. Tu n'étais pas en arrêt, mais tu n'étais pas toute là. Hein? Et mettons que j'étais à 70-75%. OK? Je n'étais pas aussi productif que j'aurais dû l'être. Ouais. Ensuite est arrivé mon arrêt de travail. Donc là, je suis parti sur les lignes de côté pendant 6 mois. Ça l'a donc mis de la pression sur mes collègues. Tu sais, je veux dire, j'ai pas été, t'es pas remplacé quand tu es en arrêt de travail, tu es censé revenir. Et là, tu sais, là, ça, c'est des coûts directs, mais en même temps, tout ce qui est coûts indirects, écoute, selon l'étude, c'est pas moi qui invente ces chiffres-là, là, les coûts en santé mentale, ça représente 6,3 milliards chaque année au Canada. Alors, c'est des coûts évidemment estimatifs, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des coûts directs au niveau des soins de santé aussi dans notre système. Il y a des coûts pour le soutien du revenu par les assureurs, si la personne est assurée, évidemment. Il y a des coûts indirects en raison de l'absentéisme. Le présentéisme aussi, c'est-à-dire la personne qui se présente au travail, mais qui n'est pas à 100%. Ouais. Ben justement, moi, Jean-François, par rapport à ça, là, on parle des coûts des soins, des assurances. Il y a quand même une grande part de la population qui n'ont pas accès à ça. Hein? Puis si tu n'as pas les moyens de te payer du suivi psychologique puis de l'aide à tes propres frais, il y a un paquet de monde qui probablement se sentent obligés de justement faire du présentéisme parce qu'ils n'ont pas les moyens de ne pas avoir de job ou même s'ils se mettaient en arrêt de travail. Tu sais, se mettre en arrêt de travail, c'est une chose, mais tu l'as dit, il faut travailler, pour régler l'enjeu, ça suppose qu'on est accompagné. Mais être accompagné, ça prend un professionnel. Il est payé par qui, ce professionnel-là? Tu sais? C'est principalement l'enjeu, ça, des gens qui sont en affaires et des travailleurs autonomes, entre autres. Là. Ou de certains types de métiers où il y a des places où tu n'as presque pas d'assurance collective. Tu en as deux, tu as 500$ puis tu as fini ton année. Là, tu vas pas loin avec ça. Là. Puis tu sais, je suis totalement d'accord par rapport à ça. C'est sûr que, en fait, de là, l'idée aussi d'être plus conscient par rapport à ce phénomène-là. Justement. Et de là, l'idée de consulter plus rapidement, de ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, parce que si tu attends à un atterrissage forcé, c'est sûr que ça va prendre plus de temps à te remettre sur pied. Donc, ne pas tarder quand tu sens de la turbulence, tu sens une perte d'altitude. Oui, mais là, on parle de l'individu. Puis ça, je suis complètement d'accord avec toi. Là. On a d'abord et avant tout la responsabilité de notre avion. Là. Ça, c'est clair. Maintenant, dans le contexte de ton rêve, là, quand tu dis que tu voudrais que les organisations aient ça à cœur, là, qu'est-ce qu'on voudrait d'autre? Qu'est-ce que ça prendrait de différent pour que ça se... Parce que, vu de l'extérieur, des fois, on dirait que tout est là, tu sais. Pourtant, quand tu rentres dans ces organisations-là, moi, par mon travail, ça m'arrive, là, puis j'ai accès à du monde en coaching, en groupe de formation, et je me rends compte que malgré tout cet habillage-là de soutien, il y a une grosse part de monde qui sont quand même en détresse psychologique. Fait que comment on fait? Qu'est-ce qui manque? C'est quoi la roche dans l'engrenage, d'après toi, pour que ça soit vraiment au cœur des préoccupations, que ça soit actualisé dans le concret, là? Ben moi, je pense que c'est déjà au cœur des préoccupations là, des organisations, là, parce que je veux dire, ces chiffres-là, là, ils sont conscients de ces chiffres-là. On voit des choses qui sont en train d'évoluer dans certaines grandes organisations. Puis là, ben, je ne veux pas nommer ces organisations-là comme telles, mais tranquillement, il y a une espèce de power shift qui... L'exemple que je pourrais donner, là, Magali, là, c'est que je crois que nos organisations, dans le futur, n'auront pas le choix d'accepter que tu as ta vie personnelle puis tu as ta vie professionnelle. Puis je sais que c'est délicat, mais c'est parce que tu ne peux pas te dézipper. Tu sais, mettons, là, tu as ton habit de vie personnelle. Tu ne peux pas te dézipper, laisser ça à la maison, arriver sur les lieux de travail, s'entraîner
ton processus de divorce, sans traîner un deuil, sans, tu peux pas, OK? Alors, je crois que d'être un petit peu plus à l'écoute de ces choses-là, de favoriser, dans le fond, tu sais, je sais que c'est pas évident, là, mais en même temps, je pense que nos organisations devront investir davantage à, à ce que l'employé deviennent de meilleurs leaders, deviennent de meilleures personnes en leur fournissant des outils, exemple, de pleine conscience, de méditation, puis ça, c'est pas une responsabilité corporative pour l'instant. Il y a certaines entreprises qui font de super belles choses. Exemple, il y a une douche au bureau, tu peux aller t'entraîner, il y a des comités santé mieux-être, etc. Mais ça fait pas, je veux dire, ça avance là, tranquillement. Là. Je pense que nos organisations sont conscientes de ça. Mais je pense qu'il faut en faire la promotion davantage. C'est la job des gens qui gèrent les gens d'être soucieux de ça, ou c'est la job de tout le monde qui est dans l'organisation d'être soucieux, à l'écoute, puis à la limite, poser des actions si on voit qu'il y a de la détresse autour de soi? Ben, écoute, c'est une responsabilité de tous et chacun, là, selon moi. Là, je veux dire, c'est pas... pourquoi de tous et chacun? Tu sais, je donne un exemple. Moi, quand j'ai subi là, mon atterrissage forcé, là, après, là, quand je suis revenu au travail, là, j'étais plus... Moi, je les connais, les signes et symptômes. Je les connais, les pièges, parce que j'ai marché le terrain. Mm-hmm. Donc, j'étais plus le même employé quand que je regardais certains collègues aller, par exemple. OK? Donc, ça, tu sais, c'est sûr que tu as cette sensibilité-là, puis c'est sûr que c'est délicat à un moment donné, tu ne veux pas juger quelqu'un d'autre, mais tu sais, juste de s'informer, hey, comment ça va? Qu'est-ce que tu vis? Tu sais que tu peux aller chercher de l'aide, tu sais que, tu sais, ça, c'est parce que il y a une question de démocratisation aussi, parce que on ne va pas jusque-là, ou on pourrait, quand on va jusque-là, aller davantage un petit peu plus loin, dans le but d'humaniser davantage nos relations et d'humaniser un peu plus nos organisations. Mais c'est ça, je ne suis pas en train de dire, moi, qu'il n'y a rien de bon qui se fait. Au contraire, il y a des belles choses qui se font. Les outils sont en place, les ressources sont là. Ça se peut-tu qu'il y a Pascal là, qui a commenté, qui dit, j'aime ce point-là, qui parle du fait de reconnaître ça comme une maladie, le burn-out, la dépression versus une faiblesse. Puis, moi, je pense que, de dire aux gens, intéressez-vous, posez des questions, soyez vigilants. Encore faut-il que dans le système organisationnel, il y ait une vraie confiance qui permette que je te réponde honnêtement à ta question, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais il y a encore des croyances qui sont limitantes autour du sujet, ce qui fait qu'on ne bénéficie pas pleinement. Puis l'autre enjeu que moi, je vois beaucoup, là, c'est qu'on met beaucoup ça sur les épaules des gens qui ont un rôle de gestion. On leur dit, soyez aux aguets, posez des questions, occupez-vous de vos équipes. Mais ce qui est complètement ironique, c'est que cette strate de monde-là, il n'y a personne qui le fait pour eux, par exemple. Je veux dire, c'est ça. Ça, c'est un autre point là, qui est très important. Si tu es toi-même en période plus de détresse psychologique, disons ça comme ça, ben, comment veux-tu aider quelqu'un qui peut l'être? Alors, tu sais, c'est pas facile, mais Caroline, moi, là, je pense que la démocratisation, la promotion, l'éducation, c'est tellement des choses qui sont pertinentes. Puis on ne changera pas ça du jour au lendemain. On ne changera pas ça dans une année. Ça va prendre des années et des années. Par contre, là, à un moment donné, moi, ce que je dis, c'est que je regarde les chiffres, puis là, j'ai le goût d'ajouter quelque chose de plus à la recette pour essayer de régler le problème ou du moins d'améliorer ces statistiques-là. C'est quoi que tu veux ajouter, toi, personnellement? Qu'est-ce que tu la création de cette communauté-là, c'est que moi, j'en parle à tous les jours. C'est-à-dire que... comme de l'éducation, en quelque part. C'est de l'éducation, puis c'est de la co-entraide. Oui, entre autres, là, de la co-entraide, c'est que c'est sûr que moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je suis psychiatre. C'est-à-dire qu'une personne qui a besoin d'aide, à la limite, je suis capable de lui dire, il y a plein de ressources. Moi, j'ai appris qu'il y a une ligne 211 qui existe.
j'ai appris qu'il y a un bottin des ressources. C'est quoi le 2 à 1? Je suis curieuse. Ben, le 2 à 1, je n'ai pas le document là, sous les yeux, là, mais c'est inscrit comme une ligne que tu peux appeler pour être en mesure de te faire référer en quelque part. Okay. Il y a en cas de santé mentale, là, en cas de... Oui, il y a un bottin des ressources aussi. Je regarde ici là, pour le CIUS de la capitale nationale. Crime, il doit y avoir à peu près 12 pages d'organismes qui peuvent te prendre en charge dans différentes problématiques. Alors, l'affaire, c'est qu'il existe plein de choses, mais là où je trouve que moi, il y a un manque, c'est dans la conversation. Mm-hmm. C'est dans la vulnérabilité, parce que, je veux dire, quand tu as passé par là, c'est pas nécessairement évident d'en parler, mais je trouve que si tu n'en parles pas, ben tu nuis peut-être au cheminement de quelqu'un d'autre. Parce que à la fin de la journée, on a tous nos mêmes défis. On regarde, là, il y a un couple sur deux qui se sépare là, de nos jours. Là, je veux dire, puis passer à travers une séparation, là, c'est pas évident. Puis quand tu es obligé, en plus, de te présenter au bureau, de faire face à tes objectifs annuels, à faire face à la pression un peu qu'il peut avoir selon le travail que tu fais, à un moment donné, c'est quoi de dire, regarde, appelle donc, bénéficie de ce programme-là, tarde pas, parce que tu n'as peut-être pas besoin tout de suite, mais au moins assure-toi de. Est-ce que ça, on va jusque-là? Ouais. Je ne crois pas. Mais là, je ne veux pas généraliser non plus parce que, tu sais, dans le fond, je sais qu'il y a des belles choses. Je sais aussi que c'est pas vrai que nos organisations se lèvent le matin puis qu'ils regardent les chiffres puis ils se disent on va faire ça de même, c'est la réalité, puis que veux-tu? Ils travaillent, il y a des équipes qui travaillent à longueur d'année pour essayer de trouver des façons, surtout dans une réalité où on s'en va dans une rareté de main-d'œuvre là, dans les années à venir en raison de la démographie, c'est encore plus important de bien s'occuper de son monde, s'assurer que sont bien encadrés, puis s'assurer aussi. Je donne un autre exemple. Certaines organisations vont favoriser l'activité physique. Exemple, ils vont rembourser des frais pour, si tu t'abonnes à un gym, ils peuvent rembourser certains frais. Mais à quand qu'on va aller jusqu'à rembourser des frais, par exemple, pour quelqu'un qui décide de travailler son mindset, travailler sa croissance personnelle, aller faire du yoga, aller faire de la méditation. Peut-être que ça se fait déjà, mais encore une fois, c'est pas généralisé. Je pense que c'est ça. Puis je veux peut-être juste citer quelque chose, là, juste pour éclaircir un peu mon point. Là. Moi, j'ai lancé en juin dernier un projet pilote là, où on travaille les 5 piliers du santé mieux-être. OK? Les 5 piliers du santé mieux-être, c'est quoi? Ben, c'est ta carrière, tes relations, ta santé, ta qualité de vie, puis ton purpose, là, ta vision. OK? Alors, ce que je veux dire, c'est que je le cherche, là, je trouvais ça important. Quand je bouge, là, ça fait un petit quelque chose. Là. Désolé. Pendant que tu regardes ta feuille, là, je veux juste faire un point, OK? Ouais. Ça va t'aider à le retrouver. Moi, je t'écoute parler, là, puis là, j'ai comme un flash là, qui me montre, c'est qu'il y a toutes les mesures, les programmes d'aide aux employés, les formations pour expliquer comment détecter les signes. Des fois, même, on encourage les gens à aller vers les autres. On crée parfois même des groupes pour s'entraider. Tout ça, ça existe. Mais parallèlement à ça, il existe toutes les autres affaires. La surcharge de travail, la faible de reconnaissance, le stress, les changements fréquents, les modifications. Fait que c'est comme si on pogne un système qui a un paquet d'éléments, on rajoute un paquet d'autres, puis on essaie de faire pogner ça ensemble. Mais j'ai l'impression que l'enjeu, c'est pas juste de rajouter des mesures de ce côté-là, c'est aussi de revoir le comment on le travaille. Puis là, je me dis que ça fait une boucle absolument extraordinaire avec la première conversation que j'ai eue avec Pascal Dufresne, qui est là aujourd'hui d'ailleurs, qui était au sujet d'humaniser les milieux de travail. Oui. Parce que si tu gardes un paquet d'affaires qui sont handicapants, puis qui nuisent, puis qui contribuent à créer le problème, mais tu rajoutes plein de plasters puis plein de murs de murs capitonnés, là, ça change rien. Ah, je sais.
Fait que c'est pas ça le problème, dans le fond? Puis j'ai déjà eu une discussion dans le cadre d'un webinaire comme ça où un de mes rêves, c'est que moi, je rêve d'une organisation qui va se lever puis qui va dire dorénavant, là, nous, là, c'est interdit les courriels entre 7 heures le soir et 7 heures le matin. Et c'est comme le droit à la déconnexion, là. Ouais. Parce que, bon, c'est tout qu'un débat. Les gens peuvent dire, ouais, mais moi, ça ne me dérange pas d'envoyer de quoi à 10h30 le soir si j'étais en réunion dans l'après-midi. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est l'effet que ça crée chez les collègues, par exemple. C'est que si tu reçois, mettons, un courriel à 10h38 le soir, puis que tu le prends le lendemain, des fois, tu te dis, crème, est-ce que je travaille de la bonne façon? Quelqu'un travaille plus que moi, tu as ta gestion de rendement à la fin de l'année, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec les téléphones intelligents, écoute, on traîne le bureau avec nous autres, là. Alors, quand j'ai commencé à pratiquer le droit, Magali, on s'envoyait des lettres, OK? C'est en 2000, là, j'étais un barreau 2000, moi. Et on envoyait une lettre, là, la partie adverse recevait la lettre, on s'échangeait des lettres. À cette heure-là, je veux dire, c'est plus rapide. Hein? Oui, donc il faut aussi, comme être humain, s'adapter à tous ces changements technologiques-là qui amènent plein de belles choses. On devient plus productif, mais en même temps, là, à un moment donné, c'est comme si le carrousel, là, il tourne trop vite. Des fois, écoute, tu n'as même pas le temps de comprendre le nouveau logiciel qu'ils ont envoyé, puis il y en a déjà un nouveau qui sort pour remplacer celui qu'ils ont déployé v'là un an. Mais c'est sûr que c'est plus pour améliorer l'organisation, mais en même temps, tu sais, c'est ça. Mais tu as raison. Ouais, mais l'amélioration, dans l'exemple que tu cites, là, il est démontré en transformation, en changement organisationnel qu'à un moment donné, il y a une saturation de la capacité à changer. Fait que tu ne gagneras pas ton efficacité si ton monde n'est pas capable de suivre le beat. J'ai voulu te poser une question par rapport à ce qu'on vient de vivre, parce que, tu sais, on vient de vivre un confinement, on vient de vivre une période de beaucoup de travail à la maison pour beaucoup de gens. Puis moi, il y a plein de monde autour de moi qui m'ont dit des choses du genre hey, je pense que je suis rendu paresseux. Je pense que je ne serai jamais capable de revenir comme avant. Je me vois pas revenir. Fait que, est-ce que tu penses que ça va nous aider ou au contraire, à cause de la situation économique, ça va nuire à notre sujet d'aujourd'hui? Des très bonnes questions. Écoute, avant d'y répondre, moi, je veux aussi que les gens comprennent que je ne suis pas un anti-performance, là, OK? Parce que, ça, inquiète-toi pas. Dans le sens que il faut être performant, mais dans la vigilance. La nuance est très importante. Dans le développement durable. Être performant aujourd'hui, mais être encore performant demain puis après. Exactement, parce que je veux dire, être performant, c'est important pour je veux dire, la pérennité de nos organisations. Être performant aussi, c'est le fun d'avoir l'impression de contribuer à quelque chose. Mais si tu es dans l'extrême de la performance, dans la performance à outrance, c'est là que tu débarques et c'est là que c'est difficile avec le temps. Maintenant, puis là, pour ça, je parle de ça parce que, tu sais, le télétravail, à mon sens, ça a plein d'avantages. Tu n'es pas dans à faire l'école à la maison, ça va beaucoup. Tu n'es pas dans le trafic, c'est pas go, rapido. Mais en même temps, tout est une question d'équilibre aussi parce que les gens ont besoin des uns des autres. Les gens ont besoin de connexion humaine aussi pour être en mesure de bien évoluer, là. Je veux dire, c'est pas tout un ou tout l'autre. Mais c'est sûr que ce qu'on a vécu au printemps, ça a été encore un épisode de changement important et que ça a sans doute contribué à l'augmentation de la détresse psychologique chez certains parce que... Je suis convaincue, moi, qu'on va avoir des grosses surprises sur les chiffres. En fait, il va falloir faire attention de plus en plus aux uns les autres parce que, écoute, cette pandémie-là, malheureusement, on ne contrôle rien, mais c'est comme si, selon moi, là, la pandémie, c'est comme si c'était le tremblement de terre. Puis qu'est-ce qui arrive dans l'océan quand il y a un tremblement de terre? Il y a après ça un tsunami. OK? Et le tsunami, je ne veux pas être négatif, c'est juste qu'il va falloir faire attention aux individus
être vigilant. Le contre-coup, là, tu parles. Le contre-coup de ça, parce que, écoute, il y a des entrepreneurs qui savent pas s'ils vont pouvoir être ouverts là, l'automne prochain. Il y a des employés qui peut-être ont des certains problèmes, des challenges financiers pour une raison X, Y, Z. Il y en a qui vivent ça alors qu'un mois avant, ils voulaient peut-être se séparer de leur conjoint, de leur conjointe avec qui il y avait une relation fonctionnelle, mais là, à cause du confinement, ils sont restés ensemble. Tu sais, à un moment donné, ça use des exemples aussi simplistes que ça. Fait qu'il faut juste être attentif. Quand on dit la pleine responsabilisation, c'est que oui, on est chacun le pilote à bord de son appareil. Donc, la première des choses, c'est d'être conscient des signes et symptômes. Après ça, moi, ça m'a aidé d'ailleurs ce printemps parce que j'ai ressorti ma feuille qui est disponible là, sur mon site Internet. Là, c'est vert, jaune, orange, rouge. Et ça, c'est un truc qui avait été fourni par le ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est pas moi qui ai inventé ça. Je l'ai juste adapté à mon branding Mayday. Puis là, j'avais réalisé que j'étais passé du vert au jaune à certains égards. Et je flirtais du jaune au orange dans d'autres exemples. Fait que j'ai pu moi-même m'observer. C'est comme si je me regardais à 35 000 pieds. Ouais. J'étais en mesure de dire « Hey, wow, là, attends un petit peu, là, ça marche pas. » Fait que ça, ben, ça contribue aussi à diminuer les chances de dépression, de burn-out. Mais en même temps, des fois, il faut que ça arrive aussi. Là. C'est pas, il n'y a rien de magique. Là. Ce que je cherchais tantôt, c'est que c'est ça. En termes de formation aussi là, dans nos entreprises, je trouve aussi qu'on focus beaucoup sur les formations techniques. OK? Moi, je travaillais dans le domaine des services financiers. On a des unités de formation continue à faire, mais c'était le seul type de formation qu'on recevait en quelque sorte ou qu'on devait faire. À quand les formations d'autres natures pour être en mesure, tu sais, pas que c'est imposé, mais moi, je pense que l'environnement de travail, c'est le prolongement de l'école aussi, là. C'est-à-dire qu'il faut que tu apprennes comment devenir un meilleur être humain pour bien desservir tes clients. Il faut que tu deviennes un meilleur leader pour être en mesure de progresser au sein de l'organisation. Donc, c'est pas juste les formations techniques, tu sais, développe your technical skills, qui est en anglais, là, mais c'est aussi your human being skills. C'est ça. Dans le leadership, tant qu'à moi, là, ce qu'on manque souvent, c'est qu'on enseigne tout de suite le leadership d'influence, tu sais, comme pour aller travailler dehors. Ouais. Mais on part pas par la première étape du leadership de soi. Puis c'est comme la base de la pyramide. Mon ami Pascal. Tout le monde est un leader. Est sûrement d'accord. D'ailleurs, Pascal nous dit un chiffre, là, je trouve ça intéressant, que le burn-out, ce serait 60% causé par la culture organisationnelle, burn-out de source, puis 40% par la façon de vivre. Comme quoi, finalement, il y a vraiment une répartition des endroits où on peut intervenir, faire des petits changements. Fait que si je résume ce que tu nous as dit, là, Jean-François, parce qu'on arrive à la fin, là, c'est première fois, c'est qu'il faut être vigilant, puis il faut se monitorer soi-même. Puis d'ailleurs, ton vert jaune rouge, là, on peut le trouver sur ton site qui est jean-françoislacasse.com, n'est-ce pas? C'est ça, exact. Ça s'appelle le tableau de bord. Ouais. Parfait. Il y a aussi la communauté Mayday sur Facebook si vous avez envie de joindre. Puis après ça, ben, après le monitorage personnel, ben, il y a de se regarder entre nous, puis d'oser passer la barrière, puis dire non, mais comment tu vas pour vrai? Parce que, mettons, Jean-François, il me dit ça va, mais ça fait 3 matins que je le sais qu'il va pas. Ben, à un moment donné, je peux comme, si ma relation me le permet, dans un contexte favorable, dire, ben, écoute, tu m'inquiètes pour telle raison, ou est-ce que ça se pourrait que, tu sais? Puis ça, c'est quelque chose que les gens, des fois, sur le prétexte de se mêler de ses affaires, ben, il s'en dégage. La ligne est très, très, très mince. Puis oui, c'est inconfortable, mais en même temps, c'est tellement essentiel parce que, hey, écoute, c'est quoi de demander à quelqu'un, là, ça va-tu? Non, vraiment, là, ça va-tu? Là? De prendre le temps. De prendre le temps de s'intéresser vraiment à l'autre personne, mais surtout d'écouter. Oui. Parce que poser la question, c'est une chose, mais si c'est la poser pour la poser, ben, en même temps, il faut être en mode écoute pour être en mesure, après ça, pas de prendre la responsabilité et la prise en charge de cette personne-là, mais juste de lui dire, écoute, les ressources existent. Tu n'as pas pensé à
Puis tout le monde connaît dans son entourage quelqu'un qui a passé à travers des moments difficiles. Alors, je veux dire, tout le monde est capable de dire à un autre être humain, ben, moi, je connais telle personne qui a passé à travers telle situation, puis voici ce qu'il ou elle a fait. Alors, je pense, puis ça, c'est là que je dis, comme individu, on doit, dans les prochaines années, non seulement faire attention à soi, mais faire attention aux gens dans son entourage, parce que c'est ensemble qu'on va être en mesure de vraiment passer à travers cette situation-là qui est ultra critique. Donc, la communauté, pour moi, ben c'est ça. C'est un endroit où euh, le partage, l'entraide, ces valeurs-là, là, c'est les fondements même de la communauté. Et c'est pas un mur de lamentation, là, la communauté m'aider, là, c'est des pilotes expérimentés qui ont vécu des situations puis sont là pour aider d'autres pilotes à maintenir leur altitude. Puis si jamais ils ont tombé, ben, ils sont là pour leur dire, écoute, je suis passé par là et voici comment tu pourrais reprendre de l'altitude plus rapidement. Alors, c'est ça le concept. Écoute, on va s'arrêter là-dessus, mon cher. Je te remercie beaucoup. Pascal dit merci. Je trouve que tu t'es livré avec justesse, transparence, puis c'est important d'en parler. Puis te remercie de ta générosité. Moi aussi, d'ailleurs. Merci. Je souligne et je re-souligne la phrase, c'est qu'il faut on a une responsabilité envers soi pour se regarder aller, mais on a aussi une co-responsabilité sociale. Puis si on fait ça entre nous, on a pas mal plus de chances de comme être capable d'avancer tout le monde ensemble. Puis ça me fait penser à la semaine dernière, Daniel Guillemette qui disait qu'il y avait un espèce de mantra, lui c'était toujours meilleur humain, meilleur monde. Puis c'est vrai ça. Tellement. Si on est bien dans notre nous-mêmes, si on est bien dans nos groupes, dans nos équipes, dans nos familles, ben c'est ça ensemble qu'on va pouvoir peut-être se retrousser les manches pour faire face à tous les défis qui sont devant nous. Là. Un de mes coachs, c'est meilleur humain, meilleur demain. Alors, ouais. Ça rime en plus, le tien. Oui, exact. Ouais. Ben, merci beaucoup, Jean-François, de ta générosité. Merci pour les vacances. Puis, je veux juste vous informer, ne vous inquiétez pas, vous allez me voir disparaître pour quelques semaines. On revient pour la 2e saison le 26 août, toujours le mercredi. On change de créneau horaire, ça va être à midi. Donc, tout ça sera annoncé sur Facebook, mais la suite, 26 août midi. Puis en attendant, si vous vous ennuyez, vous pouvez toujours aller regarder les balados passés sur le site balado.magalieco.com ou les écouter en audio sur Spotify, iTunes ou Google. Alors, merci à tout le monde qui était présent, Julie Garneau, Sophie Julien, Michel Carpentier, merci d'avoir été là et d'avoir participé. Alors, bonne suite d'été, mon cher, fais attention merci à toi aussi. Encore, casse-toi rien. Oui, exact. Puis je tiens juste à dire en terminant, merci pour ce que tu fais. Merci de contribuer au changement, à la transformation, aux remises en question, à interviewer des gens qui ont à cœur de s'en aller dans la bonne direction. Et c'est ça. C'est un plaisir pour moi de participer à ton live. Et bon été, un bel été à toi aussi et à tous tes auditeurs. D'accord. Merci beaucoup. Salut.